Je vais essayer de m'inscrire un peu dans la continuité de ce qui a été dit, euh, à partir de cette question de la taxation de la rente, comme on dit, des GAFA, c'est-à-dire des grands oligopoles du net, et de la fiscalité du numérique. Alors, il faut dire que la fiscalité du numérique fait finalement l'objet d'une réflexion, alors pas forcément extrêmement développée, mais commence à intéresser. Et sans doute que les transformations qui sont nécessaires de notre système fiscal ont pris beaucoup de retard et prennent encore du retard, puisque nous passons notre temps à attendre que telle ou telle institution bouge sur le sujet pour bouger à notre tour, et cela c'est vrai de tout le monde. De sorte que, effectivement, la question de la fiscalité du numérique, elle était évoquée. Il y a des rapports, il y a d'excellents rapports qui ont été rendus sur le sujet, mais la concrétisation de cela est relativement faible. On peut lister les renoncements, si vous voulez, aux différentes impositions au cours de ces dernières années. Alors, ce que je vais essayer de présenter, c'est donc comment imposer cette rente du numérique. Je vais vous proposer, si vous voulez, en préalable, deux aspects de contexte qui concernent le système fiscal qui me semblent essentiels. Le premier aspect de contexte, c'est l'inadaptation, me semble-t-il, grave, le défaut d'adaptation de notre système fiscal à ce que l'on pourrait qualifier de nouveau capitalisme. Quand on observe, si vous voulez, quand on réfléchit un petit peu sur l'architecture actuelle du système fiscal, on peut observer qu'il s'est construit progressivement, d'ailleurs pas toujours de manière extrêmement paisible, et souvent avec des retards extrêmement importants, au fur et à mesure du développement du capitalisme, à la suite, je dirais, de déplacement de la base taxable, c'est-à-dire de déplacement des sources de création de la valeur vers de nouvelles activités, vers donc de nouvelles activités économiques qui forment la base structurelle de ce système fiscal. Et on peut dire qu'on est ainsi passé d'une fiscalité libérale au XIXe siècle à une fiscalité fordiste après la Seconde Guerre mondiale. L'architecture de notre système de prélèvement incorporant progressivement, de manière lente, de nouveaux prélèvements, pas toujours et souvent sans remplacer les anciens prélèvements, si bien que quand on regarde notre système fiscal, on pourrait le considérer comme une sorte de falaise qu'il faut escalader, dans laquelle on voit des strates géologiques successives se superposer. Les anciens impôts n'ont pas disparu et les nouveaux prélèvements ne remplacent pas toujours les anciens prélèvements. Et la thèse que je défends, c'est qu'aujourd'hui, on peut observer un phénomène du même genre, c'est-à-dire une transformation des sources de la création de valeur et donc un déplacement de la base potentiellement taxable qui ne trouve pas encore sa traduction dans notre système fiscal. Alors ce déplacement, si vous voulez, de l'assiette potentiellement taxable, elle est associée à une transformation du système capitaliste, à une mutation importante qu'avec Carlo Vercellone et d'autres, on a qualifié à partir du concept de capitalisme cognitif, que je ne vais pas développer ici parce que je n'en ai pas le temps, mais qui permet de spécifier cette nouvelle phase du capitalisme
qui est marqué par, en particulier, le développement d'une économie de la connaissance, dans laquelle, si vous voulez, non seulement intervient de manière très forte des phénomènes tels que la scolarisation de masse, mais en même temps, les points qu'on a développés précédemment, c'est-à-dire une révolution informationnelle qui est permise par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au plan fiscal, on peut dire qu'il y a 3 tendances lourdes qui me semblent importantes. Alors, ce déplacement, vous voyez, on a un déplacement de la base fiscale potentiellement taxable entre activités, ce qui ne signifie pas que ça élimine les anciennes activités, ça signifie qu'elles perdent de leur importance, et en même temps, on observe des caractéristiques importantes. Je vais les lister rapidement sans développer. D'abord, une déterritorialisation des bases imposables, qui est liée, on a dans l'idée le développement du commerce sur l'Internet, mais évidemment que ça n'est pas la seule raison de cette déterritorialisation de la base imposable. Je voudrais juste souligner que cette déterritorialisation de la base imposable, elle affecte tout aussi bien les ressources des collectivités locales, parce que la taxation de la valeur ajoutée, à la suite de la réforme de 2010, va occuper une place de plus en plus importante de la fiscalité locale. Elle affecte bien sûr les ressources de la protection sociale, mais elle affecte aussi les ressources des administrations centrales, de la fiscalité nationale. Première tendance, donc, la déterritorialisation des bases imposables. La deuxième tendance, c'est l'émergence d'activités nouvelles. Alors, on pense évidemment à l'exploitation des données personnelles qui sont captées sur Internet ou du produit du travail gratuit des internautes, qui a été fort bien mis en évidence par le rapport Collin-Collin, c'est-à-dire une captation de ressources qui prend la forme de rente, dont bénéficient effectivement principalement les oligopoles du numérique, mais sujette à cette déterritorialisation dont j'ai parlé, c'est-à-dire avec une localisation qui se déplace. Je voudrais dire que ce phénomène de base, qui constitue en quelque sorte la toile de fond dans laquelle évolue le système fiscal, elle est marquée en plus par le fait qu'on est en présence d'un système fiscal qui, aujourd'hui, est devenu structurellement incapable de financer la dépense publique. Alors on traduit ça couramment par l'idée qu'on a un déficit budgétaire. On a l'habitude aujourd'hui, c'est devenu un phénomène courant de dire que s'il y a déficit, c'est nécessairement lié à un excédent de dépenses, et on oublie le plus souvent de regarder qu'est-ce qui se passe du côté des recettes. Or, ce qu'on constate quand on fait des choses simples, il suffit juste de regarder le taux de couverture des dépenses publiques hors charge d'intérêt par les prélèvements obligatoires. Et cela sur longue période. Donc vous regardez ça j'avais un petit PowerPoint, mais c'est un peu compliqué. Donc, quand on regarde le taux de couverture des dépenses publiques par les prélèvements obligatoires, on constate qu'on est passé d'un taux de couverture d'environ 97% aujourd'hui à un taux de couverture qui a dramatiquement plongé. Et si on regarde un petit peu, par exemple, les ressources, l'ajustement emploi-ressources des administrations publiques centrales, on constate que si déficit apparaît,
c'est un déficit dans un contexte particulier, puisque tendanciellement, les dépenses des administrations publiques centrales en pourcentage du PIB diminuent, mais que ce qui décroît le plus fortement, c'est les ressources. Et donc, on a un contexte dans lequel, effectivement, on a structurellement une incapacité des ressources publiques à financer la dépense publique. Alors évidemment, on a des tendances qui peuvent permettre d'expliquer cela. La fraude fiscale, l'impact de la fraude fiscale, bien sûr, qui est extrêmement important. Je voudrais souligner, parce que ça fait pas mal d'années que j'insiste, que j'ai écrit là-dessus, donc l'impact totalement délétère des politiques qui sont fondées sur l'abus de dépenses fiscales, qui amputent les recettes fiscales et qui les soumettent plus que les dépenses directes, qui soumettent l'équilibre des budgets publics tout simplement aux stratégies d'optimisation des agents économiques. Et puis évidemment, il faut se poser la question de ce déplacement général des sources de création de la valeur qui impactent aussi nos recettes fiscales. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit la question de la taxation de la rente captée par les GAFA. Alors, cette question, elle a deux implications. Ce que je vais dire, c'est quelque chose de très classique. Elle a deux implications pour notre système fiscal. Si on veut capter cette rente, il faut à la fois adapter notre système fiscal à la nouvelle donne numérique. Là, je reprends les termes du Conseil national du numérique. Et par ailleurs, il faut développer des prélèvements qui visent directement à capter cette rente du numérique. Alors, l'adaptation de notre système fiscal, ça signifie d'abord lutter contre, évidemment, l'évasion fiscale. L'OCDE utilise un terme que je trouve tout à fait bien ciblé. Il consiste à dire qu'il faut en finir avec la double non-imposition qui caractérise souvent la situation fiscale des GAFA. En particulier, l'existence de paradis fiscaux, dont vous savez qu'une bonne partie se situe au sein de l'Union européenne, ce qui implique des coopérations fiscales renforcées au sein de l'Union si on veut progresser un minimum. Alors évidemment qu'au plan national, des choses ont été faites. Je parle notamment de la réforme de 2013 et de la nouvelle législation pour lutter contre la fraude fiscale. Mais cela ne fonctionnera que si, à un niveau plus vaste, au niveau européen, la lutte contre la fraude devient une réelle priorité. Et puis, il faut aller au-delà. Et ça fait partie des éléments qui étaient recommandés par l'OCDE, précisément dans son rapport de 2013. Il faut sans doute modifier les règles en matière d'impôt sur les sociétés et rapprocher les règles en matière d'impôt sur les sociétés, en particulier au niveau de l'Union européenne. Je vais essayer de finir rapidement. Pour prolonger ça, il y a deux points qui sont extrêmement importants et qui, me semble-t-il, ne bougent pas ou n'ont pas bougé depuis quelques années. Première chose, c'est la question de l'adoption de l'établissement stable virtuel qui permettrait de taxer au niveau de l'impôt sur les sociétés, qui est une modification importante pour la taxation des bénéfices, mais aussi pour la taxation pour la TVA. Donc, élément extrêmement important, progresser sur cette notion d'établissement stable virtuel, qui serait une règle évidemment adoptée au niveau international. Et de manière liée, le Conseil national du numérique avait souligné la nécessité aussi, recommandé en tout cas, la nécessité de généraliser le principe français du cycle commercial complet
qui est une mesure de court terme en attendant que soient adoptées les mesures de long terme. Et puis, au plan des prélèvements qui permettraient de taxer, de capter cette rente des GAFA, je rappelle les 3 types de propositions qui ont été avancées. La taxe sur la publicité en ligne, la taxation de la bande passante, et enfin, dans le rapport Collin-Collin, était proposée la taxation de l'exploitation des données personnelles, données qui sont exploitées effectivement par les entreprises du numérique. Pour la troisième n'a fait l'objet a priori d'aucune proposition. Les 2 premières ont fait l'objet de propositions, ont été discutées et puis finalement ont été abandonnées, ce qui fait qu'on en reste avec un système fiscal construit durant la période fordiste, sans prise en compte de ce déplacement de la base taxable aujourd'hui.